l'identité en droit avec une première session ce matin sur l'identité imposée avec tout d'abord l'intervention de Philippe Guèze qui est professeur en droit privé à l'Université de Polynésie française et membre du laboratoire gouvernance et développement insulaire. Merci. Avant de commencer, j'aimerais m'associer à l'hommage qui a été rendu à Régis Lafargue il y a quelques instants. Avant d'être nommé en Polynésie française, j'étais maître de conférence à Paris-Ouest Nanterre La Défense, où il était professeur associé. Je l'ai croisé à cette occasion. Nous avons participé à un colloque commun, où était d'ailleurs Hugues Fulchiron, sur le pluralisme familial en 2007, organisé par Odile Roy, où il avait effectivement traité de ces questions. Il a fait également participer à un ouvrage collectif en hommage à Jean Carbonnier, qui avait été publié en 2012 aux presses universitaires Paris-Ouest. Et depuis ma nomination en Océanie, au sens large, eh bien, je m'étais un peu plus intéressé à ces travaux, et travaux que j'ai étudiés plutôt pour la deuxième intervention que je ferai demain. Donc je m'associe à cet hommage. Ce n'est pas quelqu'un que j'ai particulièrement bien connu, côtoyé, mais que j'ai quand même croisé et avec qui j'ai pu avoir des discussions très intéressantes, qui étaient appréciées également par d'autres collègues. Je songe à Marie-Noëlle Bachelier qui m'en parlait également. Enfin bon, voilà. Donc maintenant que je suis ici dans votre université, il me paraissait normal de lui rendre cet hommage. Alors le sujet que je dois traiter aujourd'hui est le suivant: indisponibilité de l'état des personnes versus liberté individuelle, point d'interrogation. Et c'est un sujet qui est un peu éloigné, je dirais, des problématiques, je pense, néo-calédoniennes, enfin en tout cas qui concernent le droit français en général, et puisqu'il a trait à cette question de l'état des personnes. Alors de quoi s'agit-il ? Avant d'entreprendre l'étude de ce sujet, encore faut-il un petit peu définir les notions, c'est-à-dire qu'est-ce que l'état des personnes, qu'est-ce qu'on entend par indisponibilité. Afin de déterminer l'identité juridique de la personne, le droit prend ordinairement en compte un certain nombre d'éléments, comme le nom, le prénom, le sexe, la filiation, le statut conjugal, etc., etc. Et certains de ces éléments sont consignés soit dans des registres publics, actes d'état civil, ou dans des documents comme la carte d'identité. Et ces éléments sont également intégrés dans une catégorie juridique intitulée état des personnes. Et cette notion d'état des personnes n'est pas définie par la loi, elle n'est pas définie par le Code civil, elle regroupe les principaux éléments qui concourent à l'identification de la personne physique. L'un des traits marquants de l'état des personnes serait son indisponibilité. Que faut-il entendre par là ? L'indisponibilité et son corollaire, l'immutabilité, signifieraient que la personne ne peut, par sa propre volonté, céder ou renoncer à certains éléments de son état ou en acquérir de nouveaux. Pour le dire autrement, les différents éléments qui composent l'état des personnes seraient placés hors d'atteinte des volontés individuelles. Pourtant, force est de constater que l'intervention de la volonté est non seulement possible en matière d'état des personnes, mais que son rôle est parfois prépondérant. En effet, il est tout à fait possible, sous certaines conditions, de changer de nom, de se marier, de divorcer, de reconnaître un enfant. Ce qu'on entend en définitive par indisponibilité, ce serait davantage le fait que si la volonté peut intervenir, elle ne peut le faire que dans un cadre bien précis, délimité par des règles impératives. Et le plus souvent, cette volonté sera prise en compte par l'autorité publique, le juge, un officier d'état civil. En définitive, le terme indisponibilité serait mal choisi. Ce dont il serait question, ce serait davantage tout simplement d'ordre public. La volonté pourrait intervenir, mais le champ de cette volonté serait limité par des règles impératives. Et c'est la raison pour laquelle cette notion d'indisponibilité, qui est apparue assez récemment en doctrine, au milieu du XXe siècle, n'a pas connu, durant la première partie du XXe siècle, un grand succès. Certains auteurs, d'ailleurs, au tout début des années 70, estimaient que c'était plutôt le principe inverse qui devait dominer. L'état des personnes serait disponible, et puis il y aurait à côté de cette disponibilité un certain nombre d'exceptions traditionnelles. Pourtant, en 1975,
le principe d'indisponibilité de l'état des personnes a été officiellement consacré par la Cour de cassation. Il a été dans un contentieux particulier, le changement de sexe juridique de la personne. Et en 1975, la Cour de cassation a utilisé cette notion pour refuser le changement juridique du sexe, demandé en l'occurrence par une personne transsexuelle qui avait pourtant subi une opération de réassignation. Par la suite, la notion d'indisponibilité a été utilisée en matière de gestation pour autrui afin de s'opposer aux effets de ce contrat en matière de filiation. C'est donc à propos de deux contentieux qui concernent des questions, je dirais, plutôt à la marge, sur un plan quantitatif, mais très importantes sur un plan symbolique, et qui ont fait l'objet de développements, peut-être de surdéveloppements doctrinaux, compte tenu de leur importance numérique, que s'est épanoui le principe d'indisponibilité. Pourtant, ce principe, réactivé à ce moment-là, pour reprendre la terminologie de Michel Gobert, eh bien, ne semble pas vraiment correspondre à l'état actuel du droit positif. En droit positif, on a plutôt le sentiment aujourd'hui d'une plus grande importance donnée à la volonté individuelle en matière d'état des personnes. Et ce serait, je pense, même en tenant compte des hypothèses de la GPA et du transsexualisme, un principe inverse qui caractériserait le droit positif, c'est-à-dire un principe de disponibilité encadrée. Alors avant d'en envisager l'hypothèse, je vais d'abord dire quelques mots sur cette réactivation du principe d'indisponibilité de l'état des personnes intervenue en jurisprudence et de voir quelle est sa portée réelle aujourd'hui. Cette réactivation, je l'ai dit, est d'abord intervenue en matière de transsexualisme pour s'opposer au changement de sexe. Fort bien. Il se trouve que quelques années plus tard, suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation décide d'admettre le changement juridique de sexe en droit français. On aurait donc pu penser qu'à ce moment-là, elle allait abandonner le principe d'indisponibilité d'état des personnes. Or, il n'en a rien été. Ce principe, je l'ai dit, a d'abord été utilisé en 1975 pour dire on ne peut pas changer de sexe, et plus tard, en 1993, il est utilisé pour dire on peut changer de sexe et que le changement juridique de sexe ne fait pas obstacle au principe d'indisponibilité de l'état des personnes. Alors que faut-il comprendre par là? Ce principe est tout de même assez curieux. C'est un principe qui est utilisé par la jurisprudence à la fois, dans un premier temps, pour interdire et puis ensuite pour autoriser. L'indisponibilité en matière de changement de sexe aurait la signification suivante. La Cour de cassation, lorsqu'elle a admis le changement juridique de sexe, a conditionné ce changement à des conditions très strictes. Et parmi ces conditions, il y en a une qui soulève d'importantes difficultés, celle d'une réassignation sexuelle physique, c'est-à-dire l'exigence que le transsexuel ait subi un traitement médico-chirurgical pour que son apparence ait changé, pour que son apparence se rapproche le plus possible d'une personne de sexe opposé, la Cour de cassation ayant eu l'occasion d'indiquer par la suite que cette transformation devait présenter un caractère irréversible. Cela signifie, en d'autres termes, qu'il faut que la personne, après avoir été transformée, ne puisse plus procréer. Eh bien, il semble que l'indisponibilité de l'État serait la justification juridique de cette irréversibilité. Vous voulez changer de sexe? Fort bien. Mais attention, il faudra pour cela subir des conditions physiques très importantes. Quel serait le sens du principe d'indisponibilité? Mais ce principe, aujourd'hui, est presque en voie de disparaître. On l'a dit tout à l'heure, je crois qu'il y a été fait référence tout à l'heure, ou je ne sais plus d'ailleurs, mais le Parlement français a voté le 12 octobre la loi sur la modernisation de la justice au XXIe siècle. Alors, cette loi n'est pas encore entrée en vigueur car elle fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. Mais il faut d'ores et déjà noter que si cette loi était promulguée en l'état, si elle n'était pas censurée sur ce point, elle apporterait en matière de changement de sexe des changements majeurs. D'une part, le changement de juridique de sexe aurait voie de cité dans le Code civil. Ensuite, les conditions fixées pour obtenir un tel changement connaissent une libéralisation importante, dans la mesure où il est précisé que le fait de ne pas avoir subi de traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation, ne peut constituer pour le juge un motif de refus.
Pour le dire autrement, pour changer de sexe aujourd'hui, il faut simplement, ce ne sera pas forcément toujours facile, démontrer que la mention du sexe à l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel la personne qui souhaite changer de sexe se présente, dans le sexe dans lequel elle est connue, dans le sexe dans lequel elle demande son épanouissement. Je pense, je n'aurai pas le temps de développer cette question, qu'à partir du moment où on supprime l'obligation d'une réassignation médicale, que la notion de genre, indirectement, fait son entrée en droit français, car, potentiellement, on pourra admettre le changement de sexe d'une personne qui n'aura pas été opérée. Donc, première observation, en matière de transsexualisme, à mon avis, il faudra attendre avec certitude que la loi ne sera pas censurée, mais je crois que ce principe d'indisponibilité est quasiment tombé en désuétude. Reste la gestation pour autrui. Alors, en matière de gestation pour autrui, le principe d'indisponibilité de telles personnes a été brandi par la jurisprudence afin de s'opposer à ce que la mère d'intention, c'est-à-dire la mère qui a eu recours à la gestation pour autrui, puisse établir un lien de filiation avec l'enfant mis au monde par la mère porteuse. Alors, ce principe a d'abord été utilisé, je dirais, dans l'arrêt fondateur, rendu par l'Assemblée plénière en 1991, à l'occasion d'une gestation pour autrui qui s'était réalisée dans un cadre purement franco-français, dans un cadre interne. En l'espèce, il s'agissait de savoir si la mère d'intention pouvait adopter l'enfant qui avait été mis au monde par la mère porteuse. Et la Cour de cassation, au nom du principe d'indisponibilité, eh bien, s'est opposée à cette adoption. Par la suite, en 2011, ce principe d'indisponibilité a été utilisé à propos des GPA pratiqués à l'étranger. Il s'agissait plus précisément de s'opposer à la transcription en France des actes de naissance des enfants nés à l'étranger lorsque ces actes de naissance désignaient la mère d'intention comme étant la mère de l'enfant. Et afin d'empêcher cette transcription, eh bien, la Cour de cassation a érigé le principe d'indisponibilité comme étant un principe essentiel du droit français et partant incorporé dans notre conception de l'ordre public international. Alors, ce qu'il faut bien voir ici, c'est que l'utilisation de ce principe est une pure construction jurisprudentielle. Il n'a qu'un seul but, punir les parents d'intention. Et encore faut-il ici relever que seule la mère d'intention se trouve punie, se trouve sanctionnée. Car le père d'intention, s'il est le père biologique, pourra toujours reconnaître l'enfant, pourra toujours établir un lien de filiation avec cet enfant. Certes, en 2013, la Cour de cassation s'est opposée à la reconnaissance de paternité du père d'intention en se fondant sur la notion de fraude. Mais, on le sait, cette jurisprudence a été par la suite condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans les arrêts Menenson et Labassé. Et par la suite, 2 arrêts rendus le 3 juillet 2015 par la Cour de cassation ont accepté la transcription sur les registres français de l'acte de naissance étranger indiquant comme parents le père biologique et la mère porteuse. Alors, que penser de cette décision? Je ne vais pas en parler très longtemps, d'autres que moi ici l'ont commenté abondamment. J'aimerais simplement faire une remarque. Dans cette affaire, dans ces 2 arrêts, le ministère public demandeur au pourvoi invoquait le principe d'indisponibilité afin de s'opposer à ce que la GPA puisse produire des effets en matière de filiation. Et ce qui peut être surprenant, la Cour de cassation n'utilise pas ce principe. Elle aurait pu tout à fait l'utiliser en disant, en l'occurrence, il ne s'applique pas. En l'occurrence, l'acte d'état civil étranger indique bien que la mère est bien la mère qui a accouché, c'est-à-dire la mère porteuse. Ce n'est pas la mère d'intention. Pourtant, elle n'utilise pas ce principe. Si elle l'avait utilisé, ça aurait pu être un signal en disant, attention, la prochaine fois, si jamais vous soumettez un acte de naissance comportant comme indication que la mère d'intention est la mère, je refuserai de procéder à cette transcription. Alors, je ne veux pas aller plus loin dans l'interprétation qu'on pourrait faire de cet arrêt. Je constate simplement qu'on n'utilise plus, en matière de GPA, le principe d'indisponibilité. Et à mon avis, ce principe, en l'occurrence, eh bien, risquons cette hypothèse, ne sera peut-être plus utilisé pour apprécier les effets d'une GPA sur la filiation. Ça ne veut pas dire qu'on reconnaîtra forcément la filiation, un lien de filiation, je dirais, à l'égard de la mère d'intention, mais peut-être qu'on se fondera sur d'autres critères. En tout cas, moi, je suis très intrigué que ce principe n'ait pas été repris. Donc, observons simplement qu'en matière de transsexualisme et en matière de gestation pour autrui, l'utilisation du principe d'indisponibilité semble plutôt, aujourd'hui,
sur le point de s'achever. C'est la raison pour laquelle il me semble plus juste, si l'on examine l'état des personnes, d'affirmer que cette notion se trouve aujourd'hui régie par un principe de disponibilité encadrée. Encore faut-il préciser de quoi il s'agit exactement. Prétendre que l'état des personnes est disponible ne signifie pas que la personne a la libre disposition des éléments qui le composent. Il s'agit simplement de constater l'emprise grandissante de la personne sur les éléments de son état. C'est-à-dire qu'une place de plus en plus importante est laissée à la liberté individuelle. Il existe toujours un ordre public, plus ou moins important selon les domaines, mais on peut, je pense, si l'on examine l'état actuel du droit positif, estimer que ce qui était présenté comme un principe serait davantage devenu l'exception, et que c'est plutôt un principe de disponibilité encadrée que l'on peut observer s'agissant des éléments de l'état des personnes qui concernent son identification, mais également s'agissant des éléments de l'état des personnes qui concernent plus précisément son statut familial. Alors, s'agissant des éléments de l'état des personnes qui concernent l'identification de la personne, eh bien, observons simplement aujourd'hui que la volonté joue un rôle beaucoup plus important en matière d'établissement du nom et du prénom. Sans retracer toute l'évolution, sachez que depuis 2002, le nom de famille relève du libre choix des parents, qu'ils soient mariés ou non, et le système mis en place permet d'attribuer le nom du père ou celui de la mère, ou les deux accolés ensemble, dans la limite d'un seul pour chacun des parents. Il y a également une liberté beaucoup plus importante qui est attribuée en matière d'attribution des prénoms, où depuis 1993, on a inversé le principe. Auparavant, lorsque les parents choisissaient un prénom et que ce prénom ne semblait pas correspondre à l'intérêt de l'enfant, l'officier d'état civil pouvait refuser de l'inscrire. Maintenant, il est obligé de le faire, et ce n'est qu'ensuite qu'il pourra éventuellement y avoir un recours si l'on estime que ce prénom n'est pas suffisamment protecteur de l'intérêt de l'enfant. En matière de changement de nom et de prénom, la disponibilité est beaucoup plus encadrée. Dans les deux cas, il faut justifier d'un intérêt légitime. Le changement de nom est beaucoup plus contraignant puisqu'il doit être autorisé par décret. On relèvera simplement ici que cette appréciation de l'intérêt légitime doit être faite avec une certaine souplesse et qu'il doit être mis en balance avec l'aspect identitaire de la demande formulée par la personne qui souhaite changer de nom. Alors cela résulte notamment de l'arrêt Kismun contre France rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que je n'aurai pas le temps de développer parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Mais sachez que dans ce domaine, il y a aussi une place de plus en plus prépondérante donnée à la liberté individuelle. En matière de sexe, nous avons déjà évoqué tout à l'heure la question du transsexualisme. Maintenant, examinons les questions relatives à l'état familial. En la matière, une part non négligeable est accordée à la liberté individuelle. Tout d'abord, en matière de conjugalité. Libre choix, je dirais, du statut, partenariat ou mariage. Et si le mariage est choisi, il faut observer aujourd'hui une évolution du mariage vers un renforcement de l'autonomie personnelle des époux. Chacun est libre d'exercer une profession, de percevoir des gains, d'avoir un compte bancaire, etc., etc. En matière de désunion, la liberté individuelle joue aujourd'hui, à l'évidence, un rôle essentiel. Je ne parle pas simplement de la rupture du Pacs, mais si l'on observe le mariage, inutile de relever à quel point le divorce par consentement mutuel est non seulement facilité, mais qu'aujourd'hui, un époux peut imposer une séparation à son conjoint en utilisant une voie particulière de divorce qui est le divorce en cas d'altération définitive du lien conjugal. Il suffit simplement d'une séparation de fait de 2 ans. Donc on a là, je dirais, un véritable droit au divorce qui s'est trouvé d'une certaine façon consacré. La situation en matière de filiation est sans doute différente. Elle pourrait même constituer, à certains égards, une exception au principe de disponibilité, encore qu'il faille être, en l'occurrence, assez prudent. S'agissant des modes d'établissement de la filiation, eh bien, tout dépend du mode considéré. Il est évident que les filiations électives
adoption ou filiation fondée sur l'aide médicale à la procréation, que ce type de filiation ne peuvent se réaliser qu'à la condition que les parents aient exprimé une volonté. Certes, cette volonté est encadrée, puisqu'il faudra bien un jugement d'adoption, puisqu'il faudra bien en matière d'AMP que le consentement des parents soit constaté dans un acte authentique, mais en toute hypothèse, s'il ne suffit pas de vouloir, il faut toujours vouloir. Alors le rôle de la liberté individuelle varie lorsque la filiation est fondée sur la procréation. Il faut ici peut-être distinguer deux hypothèses. La liberté de ne pas être parent et puis la volonté de vouloir être parent. Alors la liberté de ne pas être parent, évidemment, ne s'apprécie pas de la même façon selon que l'on envisage la liberté de la mère ou du père, puisque vous savez que la mère peut accoucher anonymement et peut donc refuser l'établissement d'un lien de filiation avec l'enfant. Alors certes, depuis 2009, l'accouchement sous X ne constitue pas une fin de non-recevoir à une action en recherche de maternité, mais en pratique, cette action est quasiment impossible à mettre en œuvre. La situation du père est des plus inconfortables. Il peut refuser, en cas de filiation hors mariage, de reconnaître l'enfant, mais compte tenu du rôle grandissant, du rôle essentiel joué par la vérité biologique aujourd'hui en matière de filiation, eh bien, il s'expose à une action en recherche de paternité et il pourra difficilement échapper, si les délais ne sont pas prescrits, si les délais ne sont pas expirés, eh bien, à l'établissement forcé de sa filiation. Autant dire ici que cette filiation présente un caractère indisponible. S'agissant de la liberté d'établir un lien de filiation avec son enfant, là, il faut reconnaître que le rôle de la volonté est essentiel. D'une part parce que la filiation juridique est construite a priori sur la volonté. Ensuite, parce que la possession d'État, qui par essence est soumise à l'emprise des volontés individuelles, joue un rôle essentiel. Il y a toutefois des obstacles. Certaines filiations ne peuvent être établies. Je songe par exemple aux filiations incestueuses, dans certains cas où lorsque l'enfant est né sous X et est déjà placé en vue d'être adopté. Et puis, il existe un autre obstacle important, la nécessité de devoir combattre une filiation préalablement établie lorsqu'il s'agit de vouloir établir la sienne. Et là, on touche à l'une des difficultés du droit contemporain de la filiation, qu'est le phénomène des reconnaissances mensongères. Les reconnaissances mensongères ne sont pas suffisamment combattues par le droit. Pour le dire très simplement, aujourd'hui, lorsque une personne reconnaît un enfant, eh bien, cette reconnaissance ne pourra, cette personne, ne pourra voir sa filiation, le lien de filiation anéanti si il existe une possession d'État conforme au titre de naissance pendant une durée de 5 ans. Et cela, je dirais, laisse toute latitude à la personne qui a procédé à cette reconnaissance mensongère. Avant le délai, elle peut tout à fait engager une action en disant « j'ai menti, je ne suis pas le père ». Il sera très facile de l'établir. Et puis après le délai, eh bien, ce ne sera plus tout simplement possible. Donc il y a là certainement une forme de disponibilité contestable de l'État, en tout cas de la filiation de l'enfant. Une dernière observation, j'ai pris un peu de temps, mais nous en avons un peu gagné. Concernant ce sujet, en le traitant, je me suis posé une question que je n'avais pas envisagée au moment où, et je remercie Christine Dogaron, où ce sujet m'a été confié. Je me suis demandé si on peut encore aujourd'hui considérer que l'état des personnes existe toujours en tant que catégorie juridique. En effet, quel pourrait être l'intérêt de regrouper certaines composantes, nom, prénom, mariage, etc., qui ont déjà leur propre régime, dans une catégorie, l'état des personnes. Cet intérêt pourrait exister si ces différentes composantes se voyaient appliquer des règles communes, un régime commun, outre celui qu'elles connaissent. Or, les principales caractéristiques de l'état des personnes, traditionnellement, sont les suivantes. L'état est censé être indisponible, immuable et imprescriptible. Ce n'est plus vrai. L'état n'est pas indisponible, il n'est pas immuable et il n'est pas imprescriptible. Par là, on voulait indiquer que l'écoulement du temps ne saurait avoir pour effet de perdre ou de transformer un état, et on sait qu'il n'en est rien depuis notamment la loi de 1972
qui soumet à la prescription extinctive les actions relatives à la filiation. Alors que reste-t-il de véritablement caractéristique du régime de l'état des personnes? La possession d'état, oui, mais enfin elle concerne surtout la filiation, un tout petit peu le mariage. Les actions au changement d'état, peut-être. Mais enfin, est-ce suffisant pour bâtir une catégorie juridique? Et moi, je me pose la question suivante. Je trouve que l'intérêt de cette catégorie, aujourd'hui, ne saute pas aux yeux. On a l'impression que cette notion n'existe en jurisprudence qu'à travers le principe d'indisponibilité censé la caractériser, principe qui, me semble-t-il, tombera en désuétude. Alors, cette notion peut présenter un caractère pédagogique. Quand on doit traiter dans un cours de droit des personnes d'un certain nombre d'éléments, il est peut-être facile d'intituler son chapitre ou sa section « État des personnes » lorsqu'on va aborder le nom, le prénom, le domicile, etc. etc. J'ai le sentiment que la disparition de l'état des personnes en tant que catégorie juridique ne devrait pas entraîner de bouleversements majeurs. Cela n'est toutefois pas possible, pour une raison, c'est que l'état des personnes existe, je l'ai au moins rencontré dans l'article 34 de la Constitution, qui prévoit que la question de l'état des personnes relève du domaine de la loi. En somme, aujourd'hui, cette catégorie se justifierait uniquement par la somme de ses composantes. Elle aurait principalement pour fonction d'indiquer que les éléments qui la composent sont trop importants pour relever de la compétence du pouvoir exécutif. Au-delà, je ne vois pas trop bien. Merci. Merci beaucoup Philippe pour cette intervention dynamique et je crois qu'on est vrai. La première partie porte bien son nom, l'identité en droit. On est rentré dans le cœur du droit et on continue sur un focus plus calédonien maintenant avec Maître Lisa Kibangui qui est avocate au barreau de Nouméa, qui va nous parler de l'identification, les difficultés liées à la coexistence des statuts civils de droit commun et civils coutumiers. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais intervenir sur la pratique d'un avocat du droit coutumier en Nouvelle-Calédonie. Je me suis très tôt penchée sur cette question, puisque d'une part, je suis calédonienne par ma mère, et d'autre part, je voulais participer en tant qu'avocate à l'élaboration de ce que certains auteurs ont pu appeler la coutume judiciaire, c'est-à-dire la jurisprudence développée par le tribunal de première instance de Nouméa en matière coutumière. Donc c'est vrai que lorsque j'ai commencé à exercer en 2003, pour être très sincère, on tâtonnait tous. Tous les avocats tâtonnaient, on ne savait pas quel était le droit applicable, quel était le droit coutumier applicable, quelle était la procédure. Donc on a été confrontés tous dans notre pratique professionnelle à de nombreuses difficultés. Et notamment, j'en ai identifié 3 que je vais vous développer, qui sont à mon sens les 3 difficultés majeures qui existent encore à l'heure actuelle, même si elles se sont atténuées. Mais ce sont des difficultés que nous rencontrons encore dans notre exercice professionnel. Mais avant de vous exposer ces difficultés, je voulais simplement vous rappeler comment fonctionne la juridiction coutumière, la juridiction civile coutumière. Donc la juridiction civile coutumière est composée de 3 juges. Donc un juge de droit commun, on va dire, donc un juge professionnel, et de 2 assesseurs coutumiers. Ces 2 assesseurs coutumiers viennent dire la coutume qui s'applique dans leur ère coutumière. Donc, par exemple, dans une procédure de divorce, de dissolution du mariage, parce qu'on ne parle pas de divorce en matière coutumière, on parle de dissolution du mariage. Dans une procédure de dissolution du mariage qui oppose une femme de Marais à un homme de Lifou, on aura donc le juge professionnel qui va présider l'audience et on aura un assesseur de Marais et un assesseur de Lifou pour représenter la coutume de l'épouse et la coutume de l'époux. Donc la juridiction coutumière est ainsi composée et puis parfois il peut y avoir plus de 2 assesseurs parce que s'il y a un procès, notamment en matière successorale qui oppose plusieurs parties, c'est un peu un cas de figure qui ne se produit pas souvent, mais s'il y a plusieurs parties, qu'elles sont toutes d'aires coutumières différentes, il peut y avoir 3, 4, 5 assesseurs ou coutumiers qui vont chacun représenter l'aire coutumière d'une partie et venir dire la coutume de cette partie. Donc la juridiction coutumière est ainsi composée, donc c'est une composition très particulière avec un seul juge professionnel et des assesseurs qui ne sont pas des professionnels du droit, qui sont là pour des sachants, on va dire, qui sont là pour dire la coutume.
la compétence de la juridiction coutumière ne s'applique que pour les personnes qui relèvent du statut civil coutumier. Alors ça paraît être une évidence, mais à partir du moment où dans le procès, il va y avoir une partie de droit commun, la compétence du droit commun prime et la juridiction coutumière n'est pas compétente. Donc la juridiction coutumière n'est compétente que si toutes les parties au procès relèvent du statut civil coutumier. Donc ça, c'est un préalable qui peut paraître évident, mais qui est important parce que souvent dans un procès, il peut y avoir une partie de droit commun comme la CAFAT, une banque, etc. Dans ces cas-là, on ne peut pas appliquer le droit coutumier et ce n'est pas la juridiction coutumière qui sera compétente. Alors les difficultés auxquelles j'ai été confrontée, et la plupart de mes confrères ont été confrontés dans le cadre de leur exercice professionnel, sont les suivantes. La première, mais là aussi elle peut paraître évidente, c'est que le droit coutumier est un droit non écrit. Donc je ne peux pas, en tant qu'avocat, avoir le réflexe que j'ai pour un dossier classique, c'est-à-dire d'aller voir le code civil, d'aller voir la jurisprudence ou d'aller lire la doctrine pour connaître la règle de droit. En droit coutumier, ce n'est pas écrit, je n'ai pas de code, donc je dois aller m'informer ailleurs pour connaître la coutume qui est applicable. Et puis la coutume de mon client, parce que moi je suis avocat et je représente une partie, donc une partie qui est dans une aire coutumière, et la partie adverse, elle n'est pas forcément de la même aire coutumière. Donc moi je vais m'interroger sur le droit qui est applicable à la partie que je représente. Donc ça c'est une première difficulté, c'est de déterminer le droit applicable à la partie que je représente, et pour cela on va se renseigner auprès des officiers publics coutumiers, on va se renseigner auprès des assesseurs coutumiers, pour savoir ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Alors pour vous donner des exemples concrets, parce que ça sera à mon sens très parlant, tout d'abord en matière de divorce, qui est quand même une grande partie du droit, du contentieux en matière de droit coutumier. En matière de divorce, alors je dis divorce, mais le vrai terme c'est dissolution du mariage en droit coutumier. Donc en matière de divorce, la question qu'on s'est posée, et la jurisprudence et les avocats ont mis plusieurs années à répondre à cette question, c'est quels sont les motifs du divorce en droit coutumier. Quels sont les motifs du divorce? En droit commun, c'est très facile. On peut divorcer de 4 manières, c'est dans le code civil. On peut divorcer par consentement mutuel, sur double aveu, pour altération du lien conjugal ou pour faute. Très facile. En droit de coutumier, pour quel motif peut-on divorcer? Et là, ça a été effectivement assez compliqué. Il a fallu qu'effectivement les assesseurs se penchent sur cette question, que les officiers publics coutumiers se penchent sur cette question. Qu'est-ce qui pourrait être un motif de divorce en droit coutumier? Aujourd'hui, la réponse, elle est assez claire. 2 motifs de divorce en droit coutumier, donc déjà on en a 2 de moins qu'en droit commun. On peut divorcer à l'amiable, c'est-à-dire que toutes les parties sont d'accord. Alors quand je dis toutes les parties, là aussi la dimension est différente qu'en droit commun. En droit commun, quand on veut divorcer, ça ne concerne que les époux, c'est monsieur et madame veulent divorcer et personne d'autre. En droit coutumier, il faut que monsieur et madame veuillent divorcer, mais il faut que leur chef de clan respectif accepte ce divorce. Et là, oui, effectivement, on peut divorcer à l'amiable. Il faut non pas 2 consentements, mais 4 consentements. Pourquoi? Parce qu'en droit coutumier, dans la coutume, le mariage est fait par les époux et par leur clan. Donc le divorce ne peut avoir lieu que par les époux et par leur clan. Donc on peut divorcer à l'amiable que si on a 4 consentements. L'autre divorce, alors la question qu'on s'était posée devant la juridiction coutumière, c'est mais alors quand il n'y a pas d'accord, est-ce qu'on peut divorcer en droit coutumier ou pas? Alors aujourd'hui la réponse est oui. Une seule façon de divorcer s'il n'y a pas d'accord, il faut une faute. Donc en droit coutumier, on ne peut divorcer que par consentement mutuel ou pour faute. Alors là aussi, alors creusons, on va creuser. Qu'est-ce qui est une faute en droit coutumier? Qu'est-ce qui est une faute du mariage? Là aussi, il a fallu, là je vous fais la version courte, mais là il a fallu plusieurs mois et même quelques années de jurisprudence et de dossiers plaidés devant la juridiction coutumière. Qu'est-ce qui est une faute en droit coutumier? Alors on n'a pas établi une liste exhaustive, mais ce qui est certain, c'est que pour déterminer la faute, il fallait déterminer quelles étaient les obligations des époux dans le mariage coutumier. Et ça, ce n'est pas codifié, et ça varie en fonction des aires coutumières. Ce qui est certain, c'est que les obligations de l'époux, respect dû à sa femme, nourrir sa famille, obligation de l'épouse, notamment une obligation première de l'épouse, donner des enfants à son mari et au clan de son mari. Alors donc là, moi je me suis posé une question, j'ai encore jamais eu de dossier à plaider dans ce sens, mais si une épouse
pour une raison X ou Y, ne donne pas d'enfant à son mari, pour des raisons indépendantes de sa volonté ou parce qu'elle n'en veut pas, est-ce que ça pourrait être constitutif d'une faute justifiant que le divorce soit prononcé à son égard parce qu'elle n'a pas donné d'enfant à son époux? Ce qui, à mon sens, équivaudrait presque à une répudiation, mais cette question-là, la réponse serait oui aujourd'hui, puisque l'obligation première de la femme dans la coutume, toute ère coutumière confondue, il y en a 8, c'est de donner des enfants à son mari. Donc vous voyez, cette absence de codification nous amène à nous poser plusieurs questions dans notre pratique professionnelle et pas forcément à trouver une réponse générale pour toutes les aires coutumières, ou parfois on arrive à trouver la réponse pour quelques aires coutumières. Donc les motifs du divorce, en droit coutumier, on a aujourd'hui une réponse. Autre exemple, en matière de succession. Actuellement, j'ai un dossier que je vais plaider dans 15 jours qui concerne la succession d'une femme originaire de Marais qui a laissé derrière elle un mari et 2 enfants, un enfant majeur, un enfant mineur. Là encore, en droit commun, très facile de connaître qui est héritier de cette femme. J'ouvre mon code civil, l'héritier de cette femme, les héritiers de cette femme sont son mari et ses 2 enfants mineurs et majeurs, peu importe. En droit commun, la réponse est facile. En droit coutumier, là encore, la réponse n'est pas si facile que ça. Et pour tout vous dire, la réponse, à l'heure actuelle, je ne la connais pas et la juridiction ne l'a pas encore donnée, c'est un dossier que je vais plaider dans 3 semaines devant la Cour d'appel de Nouméa, puisque dans ce dossier, on va avoir 2 positions différentes. C'est-à-dire que dans ce dossier, on a le chef de clan du mari qui est venu nous dire que la coutume à Nengoné, puisque ce sont des personnes originaires de Marais, c'est que seul le mari hérite de cette femme décédée. Et les enfants n'héritent pas. Ni le majeur, ni le mineur. J'ai un officier public coutumier qui me dit le contraire. Qui me dit, ah non, à Nengoné, tout le monde hérite, le conjoint survivant et les enfants mineurs et majeurs. Alors moi, en l'occurrence, je suis l'avocat de l'enfant mineur, qui est représenté par un administrateur ad hoc. Donc bien évidemment, moi je vais dans le sens de l'argumentation de l'OPC, mais qui suis-je, moi, en tant qu'avocate, pour venir dire quelle est la coutume applicable à Nengoné? Je ne suis pas originaire de Nengoné, je ne connais pas la coutume applicable à Nengoné. Qui suis-je, moi, en tant qu'avocate, pour venir dire que finalement, c'est plus l'OPC que le chef de clan, l'officier public coutumier, que le chef de clan qui a raison? J'ai pas de code, j'ai pas de jurisprudence, puisque c'est cette question-là, malheureusement, il n'y a pas encore de jurisprudence à nous, mais enfin, du coup, on va la créer, la jurisprudence. Mais voilà, j'ai rien qui me permet de dire que c'est plus l'OPC que le chef de clan de l'époux qui a raison pour dire que la coutume à Marais, c'est ça. Et ça, c'est une difficulté auquel les avocats sont très, très régulièrement confrontés, de se dire quelle est la coutume applicable, qu'est-ce que je dois plaider, est-ce que je dois plaider la coutume de mon client, la coutume de la partie adverse, celle qui est dite par le chef de clan ou celle qui est dite par l'OPC. Alors une autre difficulté, à part le fait que donc, le droit coutumier n'est pas codifié, l'autre difficulté, c'est ce fameux officier public coutumier dont je parle tout à l'heure. Alors, ce n'est pas eux qui sont une difficulté, c'est l'accès à toute cette procédure qui est menée devant l'officier public coutumier. C'est-à-dire que dans certaines matières, qui sont le divorce, les successions, l'adoption coutumière, donc c'est les 3 matières dominantes, avant d'aller devant le tribunal coutumier, alors là je fais vraiment un raccourci, avant d'aller devant le tribunal coutumier, il faut aller saisir un officier public coutumier qui va essayer de concilier les parties. On va dire que c'est une tentative de conciliation. C'est ce qu'avant on appelait le palabre. Maintenant on parle d'acte coutumier. Donc il faut que les parties saisissent l'officier public coutumier pour tenter de trouver un accord sur le divorce, sur la succession ou sur l'adoption coutumière d'un enfant. C'est seulement si l'accord n'est pas possible que l'officier public coutumier va dresser un procès-verbal de carence et qu'avec ce procès-verbal de carence, moi, avocat, je vais pouvoir amener cette affaire devant le tribunal coutumier. Mais lorsque on reçoit en rendez-vous un client qui relève donc du statut coutumier, pour tout vous dire, la plupart des personnes relevant du statut coutumier ne connaissent pas ce préalable. Donc ils viennent voir un avocat, ils me disent « moi je veux divorcer ». Première question que je leur pose, est-ce que vous avez saisi votre OPC? Est-ce que vous avez saisi votre officier public coutumier de votre aire coutumière? Ah bon, qu'est-ce que c'est l'OPC? Donc il faut leur expliquer, l'officier public coutumier, vous devez aller le voir, faire ce préalable de conciliation avec cet OPC, votre mari et les 2 chefs de clan. Chef de clan de madame, chef de clan de monsieur. Et c'est seulement si cette phase de conciliation échoue que vous revenez me voir, et là, je peux saisir le tribunal. Et cette difficulté, donc,
au niveau de l'information du justiciable, on la voit systématiquement, donc il y a un manque d'information à ce niveau-là. Donc c'est l'avocat qui indique au justiciable, allez d'abord voir votre OPC, et puis après il y a un paramètre qu'on ne maîtrise pas, c'est la durée de la procédure devant l'OPC. Parce que certains OPC sont extrêmement diligents, c'est-à-dire quand ils reçoivent quelqu'un, ils convoquent très vite l'autre époux, ils convoquent très vite les chefs de clan. Donc on a très vite soit un accord, dans ce cas-là moi je ne suis plus concernée, soit il n'y a pas d'accord et j'ai un procès verbal de carence et je peux saisir le tribunal. Mais on ne maîtrise absolument pas ça. Moi je ne peux pas accompagner le client, je ne peux pas aller avec lui chez l'OPC. Mon mandat, il n'a pas commencé. Mon mandat, il commence quand j'ai le procès verbal de carence et je peux saisir une juridiction. Donc là, toute cette partie-là, c'est vrai que pour les avocats, c'est un peu compliqué parce que tout ce travail avec l'OPC, c'est pas de notre compétence, c'est pas nous. On peut conseiller, on peut assister, mais on peut accompagner du moins, mais on ne peut pas aller à ces réunions auprès de l'OPC qui ne concernent que les parties en présence et leurs chefs de clan, parce que c'est le but de cette saisine de l'OPC, c'est que les chefs de clan soient présents pour venir dire ce qu'est la coutume, essayer de concilier. Parce que lorsqu'on va passer sur la phase tribunal, les chefs de clan ne sont plus là, ce sont les assesseurs coutumiers qui viennent dire la coutume et non plus les chefs de clan. Alors, dernière difficulté, j'en terminerai là. Alors moi j'ai pu constater, parce que je pratique quand même pas mal le droit coutumier, et j'ai constaté quelque chose que je trouve très étonnant, et encore aujourd'hui, c'est que la jeune génération, je dirais la génération des 18-30 ans, est très peu informée sur son statut. C'est-à-dire qu'il m'arrive assez régulièrement de recevoir des jeunes femmes, 20 ans, 21 ans, 22, 23, qui viennent me voir pour faire une procédure au tribunal pour obtenir une pension alimentaire, obtenir la garde de leur enfant. Et la première question que je leur pose, quand ce sont des jeunes femmes d'origine kanak, je leur dis, mais êtes-vous de statut coutumier? Alors là, il y a un temps mort. Je ne sais pas. Je dis, mais est-ce que vous avez un acte de naissance, quelque chose? Parce que le seul moyen de savoir si une personne relève du statut coutumier, c'est de voir son acte de naissance. Est-ce que vous avez votre acte de naissance? Non. Est-ce que vous en avez déjà récupéré un? Oui. Alors quand vous allez récupérer votre acte de naissance, vous faites la queue où dans la file? À la mairie, vous allez sur la file droit commun ou sur la file état civil coutumier? Là, je réussis généralement à avoir une réponse, je vais sur la file statut coutumier. Mais la réponse n'est pas spontanée. C'est-à-dire que la personne à qui je pose une question qui me paraît finalement assez simple, êtes-vous de statut coutumier? Elle est souvent, je parle de la jeune génération vraiment, hein, parce que la génération, on va dire, des plus de 30 ans connaît très bien son statut. La jeune génération ne sait pas si elle est de statut coutumier ou pas. Deuxième question que je pose, de quelle ère coutumière relevez-vous? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, par exemple, vous vous appelez Madame Wayaridri, Madame Wayewol ou autre. Madame Wayaridri, a priori, c'est Marais. Mais votre père, il est d'où? Donc là, comme ça, on arrive aussi en posant des questions, mais il faut vraiment creuser, connaître l'ère coutumière. Tout ça pour vous dire que la jeune génération, moi, c'est ce constat effarant que je fais un peu, mais je joindrai un peu là-dessus monsieur Passa, où on a un peu la prédominance du je sur le nous dans la jeune génération. Cette jeune génération ne connaît pas son statut, ne sait pas de quelle ère coutumière elle provient, elle est issue, et fait une confusion entre le monde occidental et le monde kanak. C'est-à-dire que très régulièrement, j'ai des jeunes femmes qui viennent me voir, on me dit, j'ai eu un enfant, le papa ne l'a pas reconnu, je veux engager une action en recherche de paternité naturelle contre le papa. Et je veux faire un test génétique, parce que j'ai vu à la télé qu'on peut faire ça, donc je veux faire un test génétique. Et là, elles sont bien déçues, parce que je suis obligée de le dire, le droit coutumier ne permet pas l'action en recherche de paternité naturelle. C'est irrecevable. Pourquoi? Parce qu'en droit coutumier, un enfant, le père d'un enfant, est désigné par le clan de la maman. Ce n'est pas la mère qui désigne le père. Ce n'est pas le père qui se désigne comme étant le père. Ce n'est pas lui qui peut aller à l'état civil, reconnaître un enfant comme en droit commun. En droit coutumier, c'est le clan de la maman qui va autoriser la maman et le père potentiel à reconnaître cet enfant. S'il n'y a pas l'autorisation de la mère, s'il n'y a pas l'autorisation du clan, je parle d'enfants nés hors mariage, cet enfant ne pourra pas porter le nom de son père biologique, et par voie de conséquence, comme le lien de filiation ne peut pas être établi volontairement par le papa, il ne peut pas y avoir non plus d'action en recherche de paternité naturelle contre ce père. Puisque de toute façon, si la mère veut désigner monsieur untel comme étant le père de son enfant, elle va à l'état civil coutumier avec son chef de clan et avec le papa, et elle dit, voilà, c'est lui le père.
vous le marquez sur l'état civil, vous le marquez sur l'acte de naissance. Donc l'action en recherche de paternité naturelle irrecevable en droit coutumier, l'action en contestation de paternité naturelle irrecevable en droit coutumier, puisque action en contestation de paternité naturelle, c'est-à-dire que c'est un papa qui a été désigné comme étant le père de cet enfant porte son nom, donc du coup cet enfant il a une place dans le clan de son papa, et on pourrait venir remettre en question cette situation par une action en contestation de paternité naturelle. C'est pas possible. Le droit coutumier ne le permet pas. À partir du moment où ce père a été désigné comme étant le père de cet enfant, qui lui a donné un nom, qui lui a donné une appartenance à un clan, on ne peut plus revenir en arrière comme en droit commun, et on ne peut plus contester cette paternité. Et ça, c'est très très difficile à expliquer à la jeune génération. Il dit, c'est pas comme à la télé, on ne peut pas faire de tests génétiques comme en droit commun. Vous ne pouvez pas contester une paternité, vous ne pouvez pas faire des changements de nom, etc. C'est beaucoup plus compliqué en droit coutumier. Et je rebondirai sur ce que disait tout à l'heure mon collègue d'à côté, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, sur l'indisponibilité de l'état des personnes. Je pense qu'en droit coutumier, cette indisponibilité, elle est avérée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant porte un nom, à partir du moment où un enfant appartient à un clan, à partir du moment où un enfant est désigné comme ayant tel ou tel sexe, c'est intangible. Ça ne changera pas. En droit coutumier, ça ne changera pas. Merci beaucoup Lisa pour cet exposé très instructif, très intéressant. On dit que votre métier est difficile, mais très intéressant. Très intéressant surtout, et passionnant. Voilà, la pause café nous attend, mais on a le temps de prendre quelques questions ou remarques. Est-ce qu'il y a eu un appel? Vous êtes sur le cahier du large, c'est ça? Oui, c'est ça. Quelle page? Comme ça, la page 8. D'accord. Et vraiment, je découvre ça. Et avant que vous n'en parliez, j'étais déjà extrêmement étonnée. Et donc, encore plus après ce que vous dites sur l'indisponibilité. Et donc, peut-être qu'il y aura... Oui, mais le droit coutumier a vocation à évoluer. C'est le cas d'ailleurs en matière de divorce, où justement le divorce au départ n'était possible que par consentement mutuel. Aujourd'hui, on le tolère pour faute. Peut-être va-t-il évoluer encore plus. Pour l'instant, on n'en est qu'au cas du consentement mutuel et de la faute. Donc le droit coutumier est un droit vivant en même temps, comme tous les droits, et heureusement. Donc il a vocation à évoluer. Mais je suis assez persuadée qu'il y a forcément un appel sur ce... Le micro, Christine, s'il te plaît. La question était de savoir en fait quelles étaient les autorisations nécessaires pour obtenir ce changement de sexe à l'état civil coutumier, parce que justement dans la coutume, le changement de sexe n'était pas quelque chose d'abordé couramment, et ça a été autorisé. En fait, on a dit ici qu'il ne fallait pas l'autorisation du chef de clan, mais l'autorisation de la famille uniquement. Ah pardon. Donc il ne fallait pas l'autorisation du chef de clan, mais uniquement l'autorisation de la famille pour deux raisons. D'abord parce que la personne était acceptée comme telle, et la deuxième raison, c'est que le changement de sexe avait déjà eu lieu. Donc il était déjà intégré dans son clan avec son nouveau sexe. Et ça a été autorisé, tout le monde était présent, donc voilà. Mais c'est la première fois que je le vois, et ce qui prouve bien justement que la coutume n'est pas figée, et que la coutume les droits est en train d'évoluer. Alors avec une influence ou avec des résonances, c'est vrai que c'est un terme qu'on entend beaucoup ici, et puis peut-être l'interaction justement des différentes identités qui sont sur le territoire. Et si j'ai bien compris, il n'y a pas eu d'opération, en l'occurrence. Il n'y a pas eu de chose. Si. Il y a eu une opération en Thaïlande, si ma mémoire est bonne. Et en fait, cette personne avait déjà subi toutes les transformations. Mais la décision est vraiment intéressante parce qu'on voit que tout le monde est un petit peu
pas embêté, mais ne sait pas trop comment aborder cette affaire. Et on a un espèce de mélange entre que dit la coutume, c'est-à-dire quelles sont les autorisations nécessaires, et puis les juges professionnels, les magistrats professionnels, qui ne le disent pas de cette manière-là, mais qui semblent quand même s'interroger sur qu'est-ce que je dois exiger, et notamment sur la condition de l'irréversibilité du changement de sexe, parce que c'est de 2015, donc il n'y avait pas de question de changement. Tout à fait. Alors, c'était admis en fait par la famille, et vraisemblablement la personne était intégrée dans son clan avec son nouveau sexe. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'assesseur coutumier ici ne va parler qu'en tant qu'amicus curiae. Il ne va pas être en tant qu'assesseur coutumier. Et ce que dit cet amicus curiae, c'est que c'est une décision qui relève tellement de l'intime qu'ici, c'est la famille que ça regarde, c'est pas l'autorisation du chef du clan qui est nécessaire, d'autant plus que le changement a déjà été, l'opération a déjà eu lieu et que la personne est parfaitement intégrée dans son clan avec son nouveau sexe. Alors moi, je ne connais pas cette décision, mais alors la question que ça m'évoque, c'est pourquoi sont-ils passés par le tribunal s'il y avait un accord de tous? Parce qu'il aurait suffi de faire valider par l'OPC dans ce cas-là. Eh bien, la question, comme je ne connais pas la décision. Alors, c'était justement en fait d'obtenir le changement de sexe sur les registres de l'état civil coutumier. Mais l'OPC peut le faire. Sauf que l'OPC, s'il y a accord du clan, du demandeur, de son clan, mais là, on de dit sa qu'il n'y a famille. pas besoin de l'accord du clan. On dit qu'il n'y a besoin que de l'accord de la famille. Et comme c'est la première fois, je pense que... Alors, je ne sais pas quel était l'OPC concerné, mais ça me paraît... Enfin, c'est pas dans ses attributions, quand on lit la loi de 2007, de s'occuper des changements de sexe. On nous parle de la dissolution coutumière, de l'adoption, etc. Et peut-être que pour la première fois, l'OPC préférait que ça passe par le tribunal. Peut-être que c'est l'OPC qui a dit « moi je ne sais pas trop, donc allez voir le tribunal ». Et à partir du moment où on a une décision du tribunal, peut-être que la prochaine fois où ça se produira, l'OPC se déclarera compétent pour faire un acte coutumier. Ça, on verra. Après, ce ne sont pas des questions qui se posent non plus aussi couramment que les dissolutions du mariage. On a quelques questions là et en bas ensuite. D'abord, chers maîtres et chers collègues, très intéressant. Le micro arrive. Très intéressant. Si vous pouvez, excusez-moi, utiliser le micro parce que tout est enregistré. Ah oui, vous m'entendez. Très, très intéressant. Et effectivement, le droit coutumier a besoin de progresser et notamment, il faudrait l'encadrer. Et alors là, c'est là où je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez des suggestions pour encadrer le droit coutumier, qui est une question extrêmement complexe. Merci d'avance. Encadrer, vous voulez, dans votre question, est dans le sens de codifier, d'écrire le droit coutumier ou... Parce qu'encadrer le droit coutumier, c'est quelque chose de très improbable, dans la mesure où le droit coutumier n'est pas uniforme. Il dépend de 8 aires coutumières. Et au sein de certaines aires coutumières, il y a des districts, comme à Lifou, comme à Marais. Et en fonction des districts, parfois, on n'a pas la même coutume qui est dite. Donc, encadrer le droit coutumier, ça voudrait dire, de ce que je comprends, le codifier, ça me paraît totalement improbable à ce jour. D'autant plus que la coutume, le droit coutumier et la coutume est orale. C'est le principe. Donc, moi, je pense que le principe du fonctionnement avec les assesseurs coutumiers, je pense que c'est la bonne solution parce que ça permet que sur chaque procès, chaque partie est représentée par un assesseur de son aire qui vient dire la coutume. Chaque procès, finalement, est très individuel. On ne peut pas faire autrement en droit coutumier kanak. Il y a trop d'aires coutumières. On ne peut pas codifier ce droit, enfin à mon sens. Et je crois que ce n'est pas du tout la volonté du Sénat et des coutumiers de codifier ce droit. Donc, je n'ai pas de suggestion. Moi, je pense que la pratique actuelle, elle est efficace. Il y a eu des balbutiements, très clairement. On a tâtonné, comme je vous l'indiquais au tout début, on a tâtonné. Il y a eu des balbutiements. Il y a eu des magistrats qui étaient plus impliqués que d'autres dans cette pratique du droit coutumier, des avocats plus impliqués que d'autres, des assesseurs plus impliqués que d'autres. Mais je pense que le fonctionnement actuel, il est bien.
Merci beaucoup. Une question pour Maître Guy Bangui. Pardon par avance si la question, peut-être tout le monde connaît la réponse, je ne suis qu'un visiteur ici. Dans les cas où vous citiez des enfants, majeurs ou mineurs, qui veulent faire une recherche en paternité ou une contestation de paternité et qui sont sous le droit coutumier, donc on a bien compris pourquoi ils ne pouvaient pas, est-ce qu'il y a la possibilité légale, s'il voulait, s'il est majeur, d'opter pour la sortie du statut coutumier et d'adopter le statut civil commun, et dans ce cas, faire cette recherche ou contestation de? Alors oui, tout à fait, on peut renoncer à son statut. Mais alors la renonciation au statut, elle est pour l'avenir, hein, elle est bien évidemment pas rétroactive. Et s'il renonce au statut coutumier pour le droit commun, et qu'il est encore dans les délais pour engager l'action en recherche de paternité, il pourrait effectivement engager une action en recherche de paternité contre un père de statut coutumier, parce que lui est de droit commun, et qu'à partir de là, la compétence est de droit commun. Puisqu'on a une partie de droit commun, donc effectivement, alors après, ça implique qu'il soit encore dans les délais de cette action, et que ce père contre qui il veut engager une action en recherche de paternité naturelle soit identifié. Après, en fait, c'est les conditions du droit commun, tout simplement. Alors la question qu'on m'a posée aussi, c'est le caractère rétroactif de la renonciation, parce que j'ai déjà eu notamment une cliente qui avait perdu la garde de son enfant au profit du papa et du clan du papa, et donc qui a, un petit peu dégoûtée de ce qui avait pu se dire au tribunal, a voulu renoncer à son statut pour pouvoir récupérer la garde de cet enfant, parce qu'elle pensait qu'en allant dans la juridiction de droit commun, elle aurait plus de chances de récupérer la garde de son enfant. Et là, je lui dis, mais madame, votre changement de statut, il n'aura aucune incidence, parce que votre enfant, lui, il est toujours de statut coutumier. Et donc, c'est le droit coutumier qui va régir la garde de cet enfant. Dites-vous, le fait que vous renonciez au droit coutumier pour devenir de droit commun, ça n'attrait pas votre enfant sur une compétence de droit commun. C'est le prolongement de... Bonjour. C'est le prolongement de la question qui vient d'être posée. Je me demandais, cette femme qui voulait faire une action en recherche de paternité, elle aurait pu, elle, changer de statut, renoncer à son statut, le faire aussi au nom de son enfant mineur et pouvoir faire l'action immédiatement? Non, parce qu'en fait, le critère en matière de garde d'enfant, comme le critère... Non, mais pour l'action en recherche de paternité. Oui, mais on va regarder le statut de l'enfant. Mais elle, puisqu'elle avait l'autorité parentale, elle aurait pu renoncer au nom de son enfant au statut civil. Non, elle ne peut pas renoncer au nom de son enfant. Non, parce qu'il faut être majeur pour renoncer à son statut. Moi, j'avais une question, en fait. Alors, je ne sais pas, moi, si je regarde le texte, je vois la demande au bénéfice d'un mineur est faite par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l'autorité parentale. En tout cas, je ne l'ai jamais vu de renonciation d'un majeur pour un mineur. Je n'ai jamais vu présenter devant le tribunal. Après, ça me paraît difficile de demander la renonciation au statut coutumier pour son enfant mineur, alors que cet enfant a une place dans un clan du fait de ce statut, et de demander la renonciation pour cet enfant. Après, s'il y a des motifs légitimes, le tribunal se saisira de la demande et appréciera. Mais après, en tout cas, ça n'a jamais été fait. De ce que je sache, ça n'a jamais été fait. C'est la loi organique. Et ça me paraît difficile dans le sens où cet enfant appartient à un clan. Donc en demandant que cet enfant renonce, ne soit plus de statut de droit coutumier, vous le retirez de ce clan quand même, donc vous lui privez d'une partie de son identité. Mais je vous crois, voilà, je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai vu dans le texte. Donc ça me paraît difficile. Mais bon, après, le tribunal peut apprécier. Hein. Si elle fait la demande devant un tribunal, le tribunal appréciera. Mais ça ne s'est jamais posé, ça me paraît sincèrement difficile. Moi, je pense que les assesseurs coutumiers qui sont très vigilants sur le maintien de l'enfant dans sa place, dans la place qui est la sienne, dans son clan, on voit dans chaque fois qu'on plaide devant cette juridiction, les assesseurs, c'est ça qu'ils ont à cœur. C'est que l'enfant, il ait une place dans un clan et que cette place soit protégée. Alors ça peut être, peu importe, hein, le clan, il peut avoir été adopté, etc. Mais donc là, c'est ce que vous proposez, ça remettrait en question. Enfin, vous proposez pas ce que vous évoquez, ça remettrait en question la place de l'enfant dans son clan. Ça me paraît délicat. Après, les assesseurs décident avec le juge de droit commun. Ils sont 3 à décider, si jamais ça doit. Après, toutes les situations n'ont pas été présentées au tribunal. Hein. Merci. Je voulais te poser une question. Est-ce qu'on est... Je ne sais pas comment... certains, dans toutes les affaires, que... y a-t-il des cas de coutumes qui seraient créées pour les besoins de la cause? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on est vraiment certain
de la véracité de la règle coutumière, en fait. Parce que comme c'est quelque chose d'oral et puis qui dépend d'un tel ou d'un tel, est-ce que il n'y a pas des... Comment établir la teneur, voilà, de la coutume, et est-ce que cela n'amène pas parfois des surprises? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la difficulté, c'est que ce n'est pas codifié et qu'on doit se fier à ce que peuvent dire les chefs de clan et à ce que peut dire l'OPC. Mais on ne peut pas, en tant qu'avocat, après les magistrats peuvent parfois se déplacer, hein, mais en tant qu'avocat, comment je vais vérifier que la coutume en matière de succession à Nengoné est la suivante? Mais s'il y a une décision qui... les jugements sont écrits, hein, quand même, donc qui intègrent la règle coutumière, et que quelques temps plus tard, on vous dit, non, la coutume de telle ère, ce n'est pas celle-ci. Alors qu'on vous a dit le contraire il y a 1 an, 2 ans. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on considère qu'elle a changé, ou est-ce qu'on ne peut pas voir là quand même l'émergence d'une certaine jurisprudence coutumière? Parce que, après tout, est-ce qu'il y a des collectes de décisions, on dit pour telle ère coutumière, on a constaté que dans telle hypothèse, quelle était la règle, en fait. Est-ce qu'il se constitue... Il y a une jurisprudence qui peut s'établir, mais avec toujours cette difficulté que chaque ère coutumière est différente et la coutume n'est pas la même dans chaque ère coutumière. Donc là, une décision de justice qui est valable sur l'ère coutumière de Hadji Haro n'est peut-être pas valable pour l'ère coutumière de Khalatchou ou autre. Étienne, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à... Oui, c'est juste 2 remarques. La première, c'est qu'il ne faudrait pas confondre la coutume et le droit coutumier. Ce sont 2 choses bien différentes. Et la coutume en soi peut dire des choses et puis elle peut ne pas en dire. Car elle est d'abord, avant tout, un mode d'interaction entre les gens et des manières de discuter des choses et de trouver des conciliations et de prendre des décisions. Et que la coutume, c'est d'abord ça avant d'être, je dirais, une décision forcément qu'on appliquerait à un texte de loi. Et c'est important à comprendre parce que lorsque vous posez la question des jeunes, par exemple, mais le droit coutumier, ce n'est pas leur problème. Ils savent très bien d'où ils sont, ils savent très bien quel est leur clan, ils savent très bien quel est leur ancrage. Par contre, ce qu'ils ignorent, effectivement, c'est cette interface qui existe aujourd'hui, qu'on appelle le droit coutumier, et qui est une interface entre le droit, de manière générale, et la coutume. Et ce droit n'intervient que dans la mesure où, justement, la coutume, dans un certain nombre de cas, a pu éventuellement ne pas trouver de réponse. Parce qu'il y a des changements. Et par définition, le droit coutumier est un moteur du changement social. Puisqu'il a pour but, lorsque la coutume ne répond pas à ces choses-là, d'essayer de prendre des décisions. Donc forcément, l'aspect jurisprudentiel est très important. Forcément, il va y avoir des contradictions. Et ça, c'est un point important. Et donc, il me semble important, à partir du moment où on fait bien la différence aussi entre la coutume et le droit coutumier, de bien comprendre que, par exemple, la question posée tout à l'heure de savoir si quelqu'un changeait de sexe, mais c'est fondamentalement pas une question problématique dans la coutume. Il y a plein de cas qu'on pourrait vous citer où ça n'a pas posé de problème. Donc si à un moment donné ça émerge, il faut essayer de comprendre dans quel contexte cette affaire-là émerge. Mais on pourrait vous citer, mais on ne va pas nommer des personnes, qui ont été intégrées à l'intérieur de leur société comme étant ce que nous appellerions des transgenres ou je ne sais pas, peu importe, et qui ont parfois un statut important à l'intérieur même de la communauté dans laquelle ils sont. Donc je crois qu'il faut avoir conscience que quand on parle de droit coutumier, on ne parle pas simplement de la culture kanak, on parle d'une interface entre le monde du droit et la coutume, et que c'est cette interface sur laquelle on travaille. Et donc c'est important justement d'avoir toute une pratique jurisprudentielle parce que c'est ça qui est en train de se passer, mais ce n'est pas la coutume. La coutume, elle dit autre chose que le droit. C'est intéressant. On va peut-être terminer avec Étienne et ensuite on pourra prolonger ces discussions autour d'un café. Merci. Juste quelques remarques pour venir sur les interventions précédentes par rapport au changement de statut et à l'évocation de la possibilité pour celui qui exerce l'autorité parentale, enfin celui qui détient l'autorité parentale, de demander le changement de statut au bénéfice d'un mineur. Le texte se précise, et c'est important, ce qui exerce dans les faits l'autorité parentale
dans les faits. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément celui qui a l'autorité parentale de droit tel que nous on l'entend dans le droit commun, mais dans les faits. Ça veut dire qu'à mon avis, il faudra l'accord du clan pour que la personne autorise un changement de statut ici. Et donc effectivement, comme l'a rappelé Maître Kibangui, c'est très lourd de sens. C'est pas seulement derrière il y aura un changement de droit applicable, mais c'est très lourd de sens pour quelqu'un de quitter le statut coutumier, parce que c'est souvent considéré, ça peut être considéré, mais ça les anthropologues, sociologues le précisent comme une véritable trahison par rapport justement au monde coutumier, et ça peut faire perdre certains droits coutumiers, notamment sur les terres. Une deuxième remarque par rapport au changement de statut, on va dire qu'on change de statut, comme ça on change de droit applicable, et on peut par exemple demander de faire une action en contestation de paternité. Alors il y a un autre mécanisme qui peut limiter l'effet de changement de loi, de normes par ce changement de statut, c'est ce que les internationalistes connaissent bien via le conflit mobile. Alors certes, le changement de statut n'est pas toujours rétroactif, mais surtout il peut aussi ne pas entraîner immédiatement un changement de droit applicable. Je prends un exemple, c'est pas en matière de droit de la famille, mais c'est en matière d'intérêt civil, où il y a eu des cas comme ça de personnes victimes notamment, qui changeaient de statut dans le but de se faire appliquer le droit civil, le droit commun, censé être plus protecteur que le droit coutumier. La jurisprudence, la Cour d'appel de Nouméa, validée par la Cour de cassation, a répondu que ce changement de statut de la victime n'avait aucun effet sur la norme applicable, parce qu'il fallait se situer au jour où le droit de créance était né, c'est-à-dire au jour du dommage, naissance du dommage. Et donc le changement de statut n'a pas eu pour effet d'exclure le droit commun. Enfin, une dernière remarque plus pratique par rapport à la connaissance de la coutume. Donc, je partage tout à fait ce que tu disais sur le fait qu'on ne peut pas codifier, on ne peut pas rédiger la coutume. J'ai déjà personnellement travaillé sur cette question-là. Et effectivement, il y aurait des difficultés tellement innombrables pour arriver à cette codification, au-delà du fait qu'une coutume rédigée, de toute façon, ne serait plus une coutume. Mais ce qui reste évidemment problématique, c'est la question de la connaissance du droit coutumier, de la coutume, certes, mais du droit coutumier en tout cas. Et donc, nous venons de terminer avec le large un travail de recherche collectif auquel ici plusieurs personnes ont participé sous ma direction et celle du professeur Pascal Demier. Et dans ce cas de ce travail de recherche, nous avons créé une base de données de droit coutumier qui recense plus de 600 décisions de justice qui sont toutes classées par ordre chronologique, il y a des recherches par grande thématique, par mots-clés ici, et nous avons indexé notamment ces décisions parce que ça a été évoqué par thématique, mais également par ère coutumière. Alors il y aurait sans doute encore à améliorer, je m'avance beaucoup en disant ça, mais je sais que le travail a été fait, donc on peut retrouver pour une thématique, par exemple la dissolution du mariage coutumier, des décisions qui sont intervenues pour les aires Nengoé, Djéou, Iyaj, Mawap, etc. ici. Donc il y a un accès, et cette base ici, elle sera très prochainement accessible aussi pour les avocats. Et pour les notaires aussi, en fait, pour tous les professionnels du droit, en fait, ça a été conçu pour ça, ici. Voilà. Ouais, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est tout récent. Ouais. Bien, merci à tous les intervenants de cette première partie de matinée. On se retrouve après la pause café pour l'identité revendiquée avec les interventions de Patrice Gaudin et Emmanuel Chibaou.